Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui à un sujet un peu particulier, un mélange de sport, de technologie et de géopolitique. Et tout ça à cause d'une histoire assez incroyable. Figurez-vous qu'un utilisateur de Strava a été banni de la plateforme pour avoir couru en Corée du Nord. Vous imaginez un peu. Oui, à première vue, ça peut paraître un peu absurde, on a du mal à y croire, mais en réalité, cette histoire soulève des questions beaucoup plus profondes. La confidentialité des données, la liberté de mouvement, le rôle des entreprises technologiques dans les affaires internationales, tout ça est en jeu. Absolument d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Alors, racontez-nous, que s'est-il passé? Qui est ce coureur mystère? En fait, il s'agit d'un doctorant qui faisait des recherches sur la Corée du Nord. Il a participé au marathon de Pyongyang et il a enregistré sa course, comme on le fait tous, avec sa montre Garmin. Logique. De retour chez lui, il synchronise ses données avec Strava, comme des millions d'utilisateurs. Et là, surprise, son compte est suspendu. Et pourquoi? Parce qu'il a osé courir à Pyongyang. C'est plus complexe que ça. Strava, étant une entreprise américaine, est soumise aux sanctions américaines contre la Corée du Nord. Ah oui, c'est vrai. Et ces sanctions interdisent aux entreprises américaines de fournir des services dans ce pays. Donc, Strava n'avait pas le choix. Légalement, ils étaient obligés de le bénir. Oui, c'est l'argument de Strava. Ils disent qu'ils appliquent simplement la loi. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. D'autres entreprises américaines, comme YouTube ou Google, continuent d'opérer en Corée du Nord. C'est vrai. Alors, pourquoi Strava est-il si strict? Est-ce qu'ils ne veulent prendre aucun risque? C'est possible. Ils ont peut-être peur d'être accusés de violer les sanctions. Ou alors ils veulent éviter une mauvaise publicité. Imaginez un peu le tollé si on découvrait que Strava facilite l'accès à ces services en Corée du Nord. Je comprends. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui ne colle pas. La carte de chaleur de Strava, vous savez, celle qui montre l'activité des utilisateurs dans le monde entier, affiche toujours des données de Corée du Nord. C'est un peu contradictoire, non? Absolument. Et ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que des segments Strava, ces portions de route où les utilisateurs peuvent comparer leurs performances, existent toujours en Corée du Nord. Attendez, je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est quoi un segment Strava? Imaginez une portion de route, une montée, un sprint. Strava découpe les parcours en segments et permet aux utilisateurs de se mesurer les uns aux autres sur ces portions. C'est un aspect très populaire de la plateforme qui encourage la compétition et le dépassement de soi. Oh, d'accord. Donc, si je comprends bien, Strava bannit des utilisateurs pour avoir couru en Corée du Nord, mais en même temps, la plateforme conserve des données et des segments dans ce pays. C'est un peu incohérent, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On dirait qu'ils appliquent leurs propres règles de manière assez aléatoire. Et d'ailleurs, j'ai lu une autre anecdote assez incroyable. Un utilisateur a été banni pour avoir couru un marathon virtuel en Corée du Nord. Sur son tapis de course? Ah oui, c'est possible de faire ça. Courir un marathon virtuel en Corée du Nord. Apparemment, oui. Il existe des applications qui simulent des parcours virtuels. Cet utilisateur a donc couru son marathon virtuellement en Corée du Nord et Strava l'a banni. Le plus fou, c'est qu'il a réussi à faire réactiver son compte après s'être plaint. Alors là, c'est le pompon. On ne sait plus vraiment où ils en sont avec leurs règles. C'est ça le problème avec les algorithmes et l'automatisation. Souvent, il manque une supervision humaine pour prendre en compte les cas particuliers et on se retrouve avec des situations absurdes comme celle-ci. Imaginez un peu, vous vous entraînez pendant des mois pour le marathon de Pyongyang, vous terminez la course avec brio et vous êtes banni de Strava. Exactement. C'est frustrant et injuste pour les utilisateurs qui ne font rien de mal. Et cette situation nous amène à un autre aspect important. La responsabilité des entreprises technologiques dans la protection des données. Souvenez-vous du scandale de la carte de chaleur de Strava en 2018. Ah oui, c'est vrai. Ça avait fait grand bruit à l'époque. Pour être honnête, je ne me souviens plus très bien des détails. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Bien sûr. En 2018, Strava publie une carte de chaleur mondiale. Elle est censée montrer l'activité agrégée de ses utilisateurs. L'idée, c'était de visualiser les endroits les plus populaires pour faire du sport. Sauf qu'en analysant cette carte, des chercheurs se rendent compte qu'elle révèle l'emplacement de bases militaires secrètes, notamment américaines. Oui, pas très discret tout ça. Exactement. Imaginez des informations sensibles sur des installations militaires rendues publiques à cause d'une simple application sportive. Le Pentagone a réagi très fermement. Ils ont interdit à leur personnel d'utiliser Strava dans certaines zones. Je comprends mieux pourquoi Strava est devenu plus prudent avec les données GPS. Ils ne veulent pas revivre ce genre de scandale. Tout à fait. Cette affaire a été un véritable électrochoc pour l'entreprise. Ils ont compris que la collecte et l'utilisation des données pouvaient avoir des conséquences inattendues et potentiellement graves. D'ailleurs, est-ce que cet incident pourrait expliquer la politique plus stricte de Strava vis-à-vis des pays sous sanction?
Ils ne veulent peut-être pas prendre le risque de se retrouver à nouveau au cœur d'une polémique. C'est une hypothèse plausible. Après le scandale de la carte de chaleur, Strava est probablement plus attentif aux risques juridiques. Et il préfère jouer la carte de la prudence, quitte à pénaliser des utilisateurs innocents. C'est pas le serpent qui se mord la queue, non. Plus il essaie de se protéger, plus il risque de créer des problèmes. Oui, c'est un vrai dilemme. Comment trouver le juste équilibre entre la sécurité, la conformité légale et la liberté des utilisateurs? C'est une question complexe à laquelle de nombreuses entreprises technologiques sont confrontées. Et du coup, ça nous ramène à notre coureur banni pour avoir couru en Corée du Nord. On a parlé des sanctions américaines, de la carte de chaleur, de la responsabilité des entreprises. Mais qu'en est-il de l'aspect sportif? Quel est l'impact de cette affaire sur la communauté des coureurs? C'est une excellente question. Il ne faut pas oublier que Strava est bien plus qu'une simple application de suivi GPS. C'est aussi un réseau social, un lieu d'échange et de partage pour les passionnés de sport. En bannissant des utilisateurs pour des raisons géopolitiques, Strava crée une forme de division au sein de sa communauté. C'est vrai. Imaginez un coureur qui s'entraîne dur pour un marathon en Iran, qui réussit un chrono exceptionnel, et qui se voit privé de la possibilité de partager sa performance avec ses amis sur Strava. C'est frustrant, et ça va à l'encontre de l'esprit même du sport, qui est censé rassembler les gens. Exactement. Et puis cela soulève la question de l'inclusion et de la diversité dans le sport. Est-ce que Strava, en appliquant des sanctions américaines, ne contribue pas à exclure des athlètes de certains pays? C'est une question délicate. D'un côté, on comprend que Strava doit respecter les lois américaines. De l'autre, on peut regretter que ces lois aient des conséquences négatives sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les conflits géopolitiques. C'est tout le paradoxe de cette situation. Le sport est souvent considéré comme un vecteur de paix, de fraternité, de dépassement de soi, mais il est parfois rattrapé par les tensions géopolitiques. Et cette affaire de Strava en est un exemple frappant. Elle nous montre que le sport n'est pas un univers isolé, mais qu'il est profondément ancré dans la réalité géopolitique du monde. Absolument. On pourrait même dire que le sport est un miroir de notre société, avec ses contradictions, ses conflits et ses injustices. Bon, on a exploré de nombreux aspects de cette affaire. Les sanctions américaines, la carte de chaleur, la responsabilité des entreprises, l'impact sur la communauté des coureurs. Mais il nous reste encore un point crucial à aborder, les solutions. Que peut-on faire pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir? C'est vrai. La question des solutions, c'est essentiel. On a beaucoup parlé des problèmes, des injustices, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est une question complexe, qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il faut que les entreprises technologiques, les gouvernements et les utilisateurs eux-mêmes prennent conscience des enjeux et agissent en conséquence. Commençons par les entreprises technologiques comme Strava. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer la situation? Tout d'abord, la transparence. Elles doivent communiquer clairement sur la politique en matière de sanctions. Quels pays sont concernés? Quels sont les critères utilisés pour prendre ces décisions? Quels sont les recours possibles pour les utilisateurs? Aujourd'hui, on a l'impression que ces règles tombent un peu du ciel, sans aucune explication. Oui, c'est important que les utilisateurs sachent à quoi s'en tenir. On ne peut pas être banni d'une plateforme sans comprendre pourquoi, et sans voir la possibilité de se défendre. Exactement. Ensuite, les entreprises technologiques devraient travailler en collaboration avec les gouvernements pour s'assurer que les lois et les réglementations sont adaptées à la réalité du monde numérique. C'est-à-dire, vous pensez que les lois actuelles sont trop restrictives? Par exemple, est-il vraiment pertinent d'appliquer des sanctions économiques à des activités sportives? Ne pourrait-on pas trouver des solutions plus nuancées, qui permettent aux athlètes de continuer à partager leurs performances sans pour autant violer les lois? On peut imaginer des systèmes de filtrage, d'anonymisation des données. Il faut être créatif, trouver un équilibre entre sécurité nationale et liberté individuelle. C'est un vrai défi, en effet. Et les gouvernements dans tout ça, quel rôle peuvent-ils jouer? Ils doivent s'assurer que les lois et les réglementations ne soient pas trop restrictives et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales. On ne peut pas interdire aux gens de faire du sport et de partager leurs performances, simplement parce qu'ils vivent dans un pays sous sanction. Il faut trouver des solutions. Les solutions qui respectent à la fois la sécurité nationale et les droits des individus. D'accord. Et nous, les utilisateurs, que pouvons-nous faire? On se sent un peu impuissant face à ces géants de la technologie et aux décisions politiques. Oui, on peut se sentir démuni. Mais il y a quand même des choses que l'on peut faire. D'abord, prendre conscience des risques. Des risques liés à l'utilisation des technologies numériques. Quand on partage nos données, il faut se demander comment seront-elles utilisées? Qui y aura accès? Quelles sont les conséquences potentielles? Une question de responsabilité individuelle en somme. Exactement. On ne peut pas se contenter de déléguer la protection de nos données aux entreprises technologiques. On doit être des acteurs.
des acteurs conscients et responsables de notre vie numérique. On peut aussi choisir d'utiliser des plateformes alternatives, des plateformes plus respectueuses de la vie privée. C'est peut-être l'occasion de découvrir des applications développées par des petites entreprises, des associations ou même des projets open source. Absolument. Soutenir des initiatives alternatives. Des initiatives qui placent la vie privée et les libertés individuelles au cœur de leurs préoccupations. C'est une façon d'agir. On voit d'ailleurs des initiatives intéressantes émerger, comme ces groupes de coureurs qui téléchargent des courses virtuelles en Corée du Nord ou en Iran, pour montrer leur solidarité avec les athlètes de ces pays. C'est une manière symbolique de dénoncer ces restrictions absurdes. Oui, c'est une belle initiative. Ça montre que la communauté sportive peut être solidaire et dépasser les clivages géopolitiques. Au-delà de cet aspect politique, cette histoire peut aussi nous amener à réfléchir à notre dépendance aux grandes plateformes comme Strava. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est une excellente question. Peut-être que cette affaire est l'occasion de se déconnecter un peu, de revenir à des pratiques plus simples, plus authentiques. Pourquoi ne pas partager nos performances entre amis, lors d'un repas, d'une sortie club? Pourquoi ne pas tenir un journal d'entraînement papier, comme on le faisait avant? Oui, retrouver le plaisir du sport, pour lui-même, sans forcément avoir besoin de le partager avec le monde entier. Exactement. Et puis, on peut aussi voir cette affaire comme un appel à la créativité. Certains athlètes, face à ces restrictions, inventent de nouvelles manières de partager leurs performances, sans passer par les grandes plateformes. Ils créent des blogs, des vidéos, des podcasts, d'autres organisent des événements sportifs alternatifs, en dehors des circuits traditionnels. Une forme de résistance, face à la standardisation et à la surveillance généralisée. Finalement, cette histoire de Strava, malgré ses aspects négatifs, pourrait avoir un effet positif sur le monde du sport. Elle nous incite à réfléchir, à nous questionner, à explorer de nouvelles pistes. Tout à fait. Elle nous rappelle que la technologie n'est pas neutre, qu'elle est influencée par des facteurs politiques, économiques et culturels, qui peuvent avoir des conséquences inattendues sur nos vies. Et que la protection de la vie privée est un enjeu crucial. À l'ère du numérique, nos données sont précieuses. On doit être vigilant quant à la manière dont elles sont collectées et utilisées. Absolument. On est passé d'une simple anecdote, un coureur banni de Strava, à des réflexions beaucoup plus larges sur la technologie, la géopolitique, la liberté individuelle, le sens même du sport. C'est ça qui est passionnant avec ce genre d'histoire. Elle nous force à prendre du recul, à sortir des sentiers battus, à nous interroger sur le monde qui nous entoure. Et à imaginer un futur où la technologie serait au service du bien commun, où le sport serait un véritable vecteur de paix et de fraternité. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. J'espère que nos auditeurs auront appris des choses et qu'ils continueront à réfléchir à ces questions importantes. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les méandres du sport et de la technologie.